Bonjour, je m'appelle Habib Rezik et je suis un neuro-otologiste, professeur assistant dans le département d'otorhinolaryngologie de l'Université médicale de la Caroline du Sud à Charleston, aux États-Unis. Dans la vidéo suivante, nous allons parler de deux sujets. Premièrement, nous allons revoir les points importants concernant le neurinome de l'acoustique. Deuxièmement, nous allons détailler un peu les types, l'épidémiologie et la symptomatologie du neurinome de l'acoustique. Pour plus de détails concernant cette pathologie, je vous prie de visiter le Acoustic Neuroma Association website sur www.anausa.org. Le neurinome de l'acoustique est encore appelé schwannome vestibulaire et c'est une tumeur bénigne rare. Elle provient des cellules de Schwann qui recouvrent le nerf vestibulaire. C'est le nerf responsable de l'équilibre et il est adjacent au nerf auditif responsable de l'audition. Et les deux nerfs ensemble constituent le nerf acoustique, d'où le nom de neurinome de l'acoustique. Cette tumeur ne produit pas de métastase, elle n'envahit pas le cerveau, mais par contre, du fait de sa localisation, va faire pression sur le cervelet et le tronc cérébral adjacent en augmentant de taille. Elle constitue 6 à 10% des tumeurs primaires cérébrales. La prévalence de cette tumeur est de 0,8 pour 100 000 habitants, donc à peu près 1 pour 100 000 habitants par an aux États-Unis. Ceci correspond à peu près 2500 à 3000 nouveaux cas diagnostiqués par an. Dans la plupart des cas, la tumeur grandit lentement, mais parfois elle croît en taille rapidement. Les symptômes peuvent être légers ou sévères et peuvent se développer plus ou moins rapidement. En général, la première manifestation, ce sont les acouphènes, qu'on appelle en anglais tinnitus, et ça correspond à un bruit dans l'oreille du côté de la tumeur. Un autre symptôme très fréquent à la présentation, c'est la difficulté d'audition dans cette oreille. Les tumeurs volumineuses, grandes de taille, peuvent faire pression sur le cervelet et le tronc cérébral, qui sont deux grandes parties du cerveau, et causer des symptômes plus graves, qui peuvent être signes d'une présentation plus grave. En effet, ce sont deux structures du système nerveux qui sont responsables de fonctions vitales comme avaler, respirer, réguler la pression artérielle, etc. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, est le moyen le plus fiable de diagnostiquer le neurinome de l'acoustique. Et les modalités de traitement varient entre l'observation de la croissance de la tumeur, la chirurgie pour extirper la tumeur, ou radiothérapie qu'on appelle en anglais Gamma Knife ou CyberKnife. Le choix de la modalité du traitement dépend de la taille de la tumeur au moment du diagnostic, de l'âge du patient, ainsi que l'état de santé général du patient, le degré de surdité au moment du diagnostic et enfin la préférence du patient. Il y a deux grands types de tumeurs de neurinome de l'acoustique. Unilatérales. En général, ce sont des cas isolés, sans antécédents familiaux, sans histoire de tumeurs pareilles dans la famille, et ils constituent 95% de la totalité des tumeurs. Ces tumeurs peuvent être bilatérales, c'est-à-dire présentes des deux côtés. Et quand c'est le cas, il s'agit en général d'une manifestation de la neurofibromatose type 2, qui est une maladie génétique affectant 1 pour 40 000 individus. Les individus qui ont une neurofibromatose type 2 ont d'habitude une histoire familiale de neurinome de l'acoustique. Ils ont une tumeur symptomatique avant l'âge de 30 ans et ils ont une histoire personnelle ou familiale de méningiome, gliome, qui sont des tumeurs du système nerveux central, ou des cataractes. Les publications les plus récentes sur le sujet estiment que l'incidence du diagnostic de neurinome de l'acoustique est à la hausse. Bien qu'il n'y ait pas de facteur de risque pour développer la maladie, en dehors d'une prédisposition génétique, c'est la plus grande prescription d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique, qui a conduit à cette hausse. Cette IRM peut avoir été commandée pour une raison indépendante et la découverte de la tumeur est fortuite, mais aussi elle peut avoir été prescrite pour investiguer une surdité ou une baisse d'audition unilatérale. L'incidence de la tumeur est généralement estimée entre 1 et 3,5 pour 100 000 habitants. La cause de la tumeur de l'acoustique, du neurinome de l'acoustique est un peu méconnue, mais on sait qu'elle est due à
défaut de régulation de la croissance des cellules de Schwann. Les cellules de Schwann sont les cellules qui entourent le nerf vestibulaire et qui sont responsables de l'isolation électrique du nerf. Et quand il y a une croissance non contrôlée de cette cellule, on va avoir le schwannome vestibulaire, qui est l'autre nom du neurinome de l'acoustique. Les symptômes les plus fréquents de cette tumeur sont, en premier lieu, la baisse d'audition et les acouphènes. Dans un questionnaire envoyé aux patients en 2014 par l'Acoustic Neuroma Association, 88% des patients ayant participé à ce sondage ont déclaré une baisse d'audition unilatérale d'un seul côté au moment du diagnostic. Et cette baisse d'audition est le plus souvent progressive, mais dans 12% des cas, elle peut être subite, soudaine et rapide. 70% de ces patients qui ont répondu à ce questionnaire ont parlé d'acouphènes unilatérales d'un seul côté au moment du diagnostic. D'autres symptômes, un peu moins fréquents, mais quand même suffisamment prévalents, sont le vertige et les troubles de l'équilibre. Plénitude de l'oreille, céphalée, mal de tête, faiblesse ou paralysie faciale, fatigue, problèmes de vision, problèmes cognitifs et troubles de la déglutition, c'est-à-dire difficulté à avaler les aliments. Quand les symptômes sont légers, il est souvent difficile de suspecter un neurinome de l'acoustique et donc de le diagnostiquer. Un patient n'est pas suffisamment gêné pour consulter et donc ce sont des cas souvent ignorés jusqu'à ce que la tumeur soit suffisamment grande pour solliciter un diagnostic ou une consultation. Et dans d'autres cas, quand on détecte des tumeurs très petites, c'est parce que, en général, l'IRM a été faite pour d'autres raisons et la découverte est fortuite, comme on l'avait dit plus tôt. Maintenant, quand on a de grosses tumeurs, celles-ci peuvent causer des symptômes un peu plus importants. Par exemple, elles peuvent comprimer le nerf trigéminal, qui est le nerf responsable de la sensation de la face, et ça peut donc causer des paresthésies et des hypoesthésies, ou ce qu'on appelle communément engourdissement ou picotement de la face ou de la langue, de façon intermittente ou constante. Les tumeurs de plus grande taille peuvent aussi causer une élévation de la pression intracrânienne, ce qui va entraîner des céphalées, des troubles de la balance et parfois confusion. Et ces symptômes sont graves et nécessitent parfois une prise en charge relativement urgente. La première étape du diagnostic commence par un audiogramme. Un patient qui se présente pour un acouphène ou pour une baisse d'audition, on va demander un test de l'audition qu'on appelle audiogramme. Et ce test, en général, va montrer une baisse de l'audition du côté affecté. Et quand on a une baisse d'audition d'un seul côté, ceci va solliciter le médecin à demander une IRM, une imagerie de la tête, qui va confirmer le diagnostic. Pour ce qui est des modalités de traitement, celles-ci consistent, comme on l'a dit un peu plus tôt, en 3 modalités. On peut ou bien observer la tumeur et voir si elle va croître, parce que beaucoup de ces tumeurs vont croître lentement, donc on peut prendre le temps de les observer en répétant les imageries, l'IRM, une fois par an. La chirurgie, qui est une thérapie en général définitive de la tumeur, puisqu'on va enlever toute cette tumeur, ou la radiothérapie. La radiothérapie ne détruit pas la tumeur, mais peut arrêter une tumeur qui est en train de croître, peut freiner la croissance de cette tumeur ou même l'arrêter complètement. La taille de la tumeur, l'âge des patients, l'état général du patient, s'il est candidat à une chirurgie ou pas, les symptômes et le degré de perte d'audition, ainsi que la préférence du patient doivent être pris en compte. Il est très important de savoir que le patient prend une part active à cette prise de décision. Il est important de prendre plusieurs avis si nécessaire, mais surtout de consulter des spécialistes qui ont une expertise dans la prise en charge de cette pathologie.